Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3690 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 19 juin avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le meilleur défenseur gauche actuellement au monde. Il s'agit du Portugais du Paris Saint-Germain, Nuno Mendes. Il fête aujourd'hui ses 24 ans, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. On peut avoir également d'autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme Lorenzo Pellegrini, milieu offensif de l'AS Roma, il fête aujourd'hui ses 30 ans, bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. On va parler bien évidemment de la Coupe du Monde et on commence tout d'abord avec le Mexique qui jouait la nuit dernière là face à la Corée du Sud. Et le Mexique s'est imposé 1-0. Voilà, petite victoire, mais ça suffit pour les Mexicains. 2 matchs, 2 victoires. Vous avez gagné le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Ça avait été une victoire 2-0 face à l'Afrique du Sud. Victoire pour le deuxième match 1-0. Donc voilà, 2 matchs, 2 victoires. Et du coup, on peut dire c'est officiel. Le Mexique est qualifié pour les 16e de finale. Donc Romo, l'unique buteur de la rencontre. Donc officiel, le Mexique est assuré de finir même premier du groupe, même s'il perd le dernier match. Ils sont sûrs d'être premiers, qualifiés premiers. Donc voilà, les Mexicains affronteront un 3e de groupe voilà, pour les 16e de finale. À noter qu'ils joueront encore à domicile, ils joueront à Mexico. Voilà, donc leur capitale voilà, pour les 16e de finale. Et c'est que c'est la première équipe sur les 32 places qualificatives pour les 16e de finale. Un petit rappel, il y a 48 équipes en tout. Donc 32 sont qualifiés, donc là on va savoir déjà quand même que 16 seront éliminés après les matchs de poule. Et n'oubliez pas que sur tous les groupes qu'il y a, sur les 12 groupes, donc il y a tous les premiers, deuxièmes qui passent, et il y a sur les 12 groupes les 8 meilleurs troisièmes qui passent. Voilà, donc il y aura seulement 4 troisièmes qui passeront pas. Voilà pour la suite de cette compète. En tout cas, le Mexique a déjà son nom. Donc maintenant là, dans les futurs jours, on va connaître de plus en plus d'équipes qualifiées pour la suite, bien sûr, de cette Coupe du Monde. Concernant l'homme du match, c'est l'unique buteur du match. Voilà, donc Luis Romo est élu homme du match face à la Corée du Sud. Félicitations à ce joueur qui a marqué quand même sur une grosse boulette quand même du gardien de la Corée. On ne sait pas trop ce qu'il a fait. Il a mal réussi à prendre le ballon. Normalement, il aurait dû garder le ballon. Donc boulette, puis après but juste après. Voilà pour la sélection mexicaine. Et du côté de Mexico, tout ça, aux Mexicains, c'était la fête. C'est la fête dans les rues de Mexico pour célébrer la qualification en 16e de finale. Voilà ce qu'à dire les gars sur le Mexique. C'est bon pour eux. Et l'autre match dans la même poule, c'était entre la République tchèque et l'Afrique du Sud. Un score final 1-1. Donc 2 équipes qui avaient perdu leur premier match. Donc Sadilek a été buteur côté tchèque avant que Mo égalise à la 83e minute du match sur penalty. Donc voilà, partage des points. Et à noter que le joueur tchèque Krejci est élu homme du match lors de cette rencontre. On peut voir qu'il est un peu déçu. Pourquoi pas par rapport à qu'il a reçu ce prix, mais par rapport que son équipe a concédé le match nul en toute fin de match. Voilà. Et concernant du coup ce classement de ce groupe A, donc le Mexique 6 points, sûr de finir en tête. Donc vous allez me dire, mais si la Corée gagne du coup le dernier match et que du coup le Mexique perd, du coup la Corée peut passer devant le Mexique. Non, c'est par rapport à la confrontation directe, et vu que le Mexique a battu le Corée quoi qu'il arrive, voilà, le Mexique ça toujours devant la Corée du Sud, donc Mexique c'est bon. Donc après bien sûr il y a la deuxième place, on verra. Donc prochain match, donc ça sera Mexique, République tchèque et Corée du Sud, Afrique du Sud. Voilà, si la Corée s'impose, ils seront bien sûr deuxième, on verra si cette troisième place sera qualificative ou pas. Notez que c'est vrai que si tu as au moins je pense 3 points, 3 ou 4 points en tant que troisième, c'est sûr, voilà, tu es qualifié pour les 16e de finale. Donc voilà actuellement ce classement de ce groupe 1. Il y avait également un autre groupe, je crois le groupe B tout simplement, où il y avait le Canada contre le Qatar. Là c'était le carton de la nuit dernière, 6-0 pour le Canada. N'oubliez pas que le Canada a joué 7 matchs dans son histoire en Coupe du Monde. Ils ont obtenu un point, c'était le match il y a quelques jours où ils ont fait un partout face à la Bosnie. Sinon les 6 autres matchs de Coupe du Monde qu'ils avaient joué, ils avaient tout perdu. Par exemple en 2022, ils avaient perdu leurs 3 matchs. Après ils avaient été dans un gros groupe, je crois qu'ils avaient la Belgique ou même le Maroc dans leur groupe en 2022. Et ils avaient joué aussi une Coupe du Monde il y a plus de 30 ans où ils avaient perdu également les 3 matchs, dont un match face à l'équipe de France. Donc là c'est leur première victoire historique en Coupe du Monde. Voilà, eux qui ont pris un point la semaine dernière, cette fois-ci victoire. Donc 6-0 face au Qatar. Le Qatar ça a été le néant total. En plus, ils ont pris 2 cartons rouges. Côté Qatari, à noter que l'ancien attaquant de Lille, donc Jonathan David, maintenant attaquant de la Juventus Turin, a été auteur d'un triplé. Messi avait déjà inscrit un triplé, David a également inscrit un triplé. Donc il égale Lionel Messi actuellement. C'est les 2 meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde. Et logiquement, Jonathan David est élu homme du match face au Qatar après son triplé. Et côté Qatari, eux, c'est pas fort. Donc 21% de possession de balle seulement sur le match.
2 tirs à 33, donc un tir cadré. 33 tirs pour le Canada, 2 tirs seulement pour le Qatar. 6 buts encaissés, 2 cartons rouges. Le Qatar vient peut-être de réaliser le pire match d'une équipe dans l'histoire de la Coupe du Monde. Vraiment, ça a été un match totalement oublié pour le Qatar. Je crois qu'il est déjà quasiment... Voilà, ce sera un miracle, hein. On regardera leur groupe, hein. Voilà, ils peuvent encore se qualifier ou pas. Mais voilà, avec une différence déjà de -6 là, c'est très compliqué. Et à noter que ce joueur, les gars, de Kassim Omer Modibo, donc après un rouge, hein, parce qu'il a fait une grosse faute. Voilà, une grosse faute les gars sur Ismaël Koné. On a eu très peur pour le joueur, hein. Donc après le joueur jambe cassée, un forfait jusqu'à la fin de Coupe du Monde, hein. Donc il est sorti sur civière. Donc magnifique image, hein. Ismaël Koné salue le public en sortant sur civière après son effroyable blessure. Ça a pris beaucoup de temps. Le match a été interrompu de longues minutes, voilà, par rapport à la blessure de Ismaël Koné, ancien joueur de l'OM. Hein. Ce joueur a été élu l'homme du match, hein, il y a quelques jours, lors du match pour le Canada face à la Bosnie. Donc voilà, Koné souffre quand même du double fracture du tibia péroné. Un tibia péroné, les gars, c'est une terrible blessure. Hein. C'est comme les ligaments croisés, c'est comme le tendon d'Achille, c'est vraiment les plus graves blessures dans le football. Hein. Donc il pourrait manquer 4 à 5 mois de compétition. Donc oui, il est forfait. Donc voilà, terrible, hein, bien sûr pour le joueur, parce que c'est un très bon joueur, et terrible également pour sa sélection, le Canada. Et du côté de cette équipe du Qatar, du coup, il y a eu un rouge, hein, voilà, pour ce joueur, les gars, qui a fait une énorme faute, hein, bien sûr, sur le joueur canadien. Ils ont pris un autre rouge. À noter, les gars, que cette Coupe du Monde a déjà plus de cartons rouges, hein, que le tournoi de 2022. En 2022, il y avait eu 4 cartons rouges donnés en 64 matchs. Voilà. Donc là, il y a déjà 5 cartons rouges, hein, donnés en 27 matchs. Voilà, souvenez-vous, le match d'ouverture, il y en avait eu 2. Il y en a eu 2 également. Alors du match du Qatar, il y a aussi un joueur de la Bosnie, hein, qui a pris un rouge hier. Donc voilà, et c'est vrai que si on regarde, hein, donc 4 cartons rouges en 2018, 4 cartons rouges en 2022, déjà là 5 cartons rouges en 2026, alors qu'il reste encore beaucoup de matchs, hein, avant la fin de la compète. Et à la fin de la compète, les gars, c'est dans un mois jour pour jour la finale. On est le 19 juin, c'est le 19 juillet, la grande finale de cette Coupe du Monde. Concernant, tiens, un autre match, il y a eu un carton rouge, hein, donc c'est voilà, côté bosnien, donc voilà, 4-1. Dans ce match où la Suisse s'est imposée. Bon, après, il fallait venir vraiment, il faut être présent sur le dernier quart d'heure, hein, de cette rencontre, parce que c'est pas passé grand chose, hein, on va dire, pendant 75 minutes de jeu. Puis après la pause fraîcheur de la deuxième mi-temps, tout s'est accéléré. 5 buts ont été inscrits, donc déjà, victoire bien sûr de la Suisse, hein, très importante, 4-1. Hein. Donc voilà, 73e, 47-0-0, puis après ça finit à 4-1. Donc c'est un record historique, hein. La Suisse-Bosnie est devenue le premier match de l'histoire de la Coupe du Monde avec 5 buts inscrits après la 70e minute d'un match hors prolongation, bien sûr. Voilà. Il ne fallait pas louper la fin de match, hein, de cette rencontre. Et du coup, l'homme du match, les gars, c'est lui, c'est Manzambi qui est élu homme du match, hein, contre la Bosnie. Donc, joueur très peu connu, mais très bon joueur, hein. Il joue du côté de la Bundesliga, je crois qu'il joue à Fribourg, hein, ce joueur. Donc, en tout cas, voilà, c'est lui qui a remporté le prix d'homme du match. Et du coup, le classement de ce groupe B. Donc, voilà, donc 2 équipes actuellement à 4 points. Donc, le Canada et la Suisse, hein, donc quasiment qualifiées, hein, parce que même si elles finissent 3e, à la 3e position, voilà, tu es pratiquement sûr d'être voilà, parmi les meilleurs 3e. Mais bon, qui finira premier? Parce que vous savez que les premiers affrontent souvent des 3e de groupe. Donc voilà, c'est toujours mieux de finir premier, je pense, que 2e ou 3e. Donc n'oubliez pas, la semaine prochaine, il y a un Canada-Suisse. Donc s'il y a un vainqueur dans cette rencontre, hein, et ben, l'équipe sera en première position. Et s'il y a nul, hein, ce sera le Canada qui sera devant par rapport à la différence de but. Hein. Il y aura aussi un Bosnie-Qatar, où le Qatar, oui, peut toujours se qualifier. Après, il faudrait déjà qu'il gagne. C'est vrai que s'il gagne avec 4 points, s'ils sont 3e, comme je dis, à 4 points en étant 3e, ça sent très bon quand même pour finir parmi les 8 meilleurs 3e, hein, sur les 12 poules. Donc oui, le Qatar peut encore se qualifier, malgré qu'ils ont pris 6-0 hier, hein, face au Canada. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire sur cette journée. Il y a eu pas mal de buts, hein, donc là 2, là il y en a eu 5, là il y en a eu 6, puis là il y en a eu 1 seulement. Mais bon, ça a été bien sûr une belle journée de football. Aujourd'hui les gars, c'est reparti. Donc ce soir 21h, les États-Unis contre l'Australie. Les États-Unis qui avaient gagné son premier match, hein, contre le Paraguay 4-1 en cas de victoire des Américains ce soir. Eh ben, ils seront qualifiés, hein. S'il y a 2 matchs de victoire, c'est sûr qu'ils seront qualifiés, peut-être même premiers. Donc à minuit ce soir, Écosse-Maroc. Il y a 2h30, le Brésil face à Haïti. Et à 5h du matin, la Turquie, dans le groupe des États-Unis et l'Australie, face au Paraguay. Les Turcs, ils n'ont pas le choix. Ils ont déjà perdu le premier match contre l'Australie. Il faut gagner, hein, pour la Turquie, les gars. Sinon c'est très compliqué. Oui, ils peuvent même encore perdre ce soir. Et tout dépend des autres résultats. Et peut-être même se qualifier. Sur le dernier match, ils arrivent à battre. Bon, ce sera un Turquie-États-Unis, le dernier match. Mais bon, il faut que les Turcs, hein, prennent des points ce soir, les gars. S'ils veulent avoir de grandes chances, bien sûr, d'aller un peu plus loin dans cette compétition. Donc voilà le programme aujourd'hui, bien sûr. Voilà pour la Coupe du Monde. On revient nous sur les matchs un petit peu qui se sont joués là ces derniers jours. On va parler du Portugal parce que c'est que ce nul, hein, du Portugal face à la RDC a beaucoup fait parler. Surtout
Cristiano Ronaldo. Il a été totalement dézingué par la presse portugaise, hein, donc médiocrité affligeante. Hein. Donc Abola, qui est un peu le grand journal sportif portugais, un peu équivalent au journal L'Équipe en France. Hein. Donc voilà, en gros, Ronaldo on va dire en photo, hein, en photo de couverture, et bon, c'est pas lui le coupable à 100%, mais c'est vrai qu'il n'a pas fait un bon match. Hein. Et au Portugal, personne n'épargne Cristiano Ronaldo après le match face à la RDC. Donc plusieurs journalistes ont commenté. Hein. Donc tout d'abord, ce journaliste, il a dit: Cancelo, João Neves et Pedro Neto échappent à la médiocrité. C'est-à-dire que ces trois-là ont été bons. João Neves, en plus, homme du match, un buteur. Cancelo aussi, Pedro Neto ont fait un bon match. Hein. Donc échappe à la médiocrité affligeante, hein, dont fait partie Cristiano Ronaldo. Voilà, donc Ronaldo fait partie de la médiocrité du match. Hein. Donc Abola, CR7 a joué 90 minutes, a gâché 2 occasions de but de manière inhabituelle. Hein. O Jogo, autre journal sportif portugais, donc une désillusion pour l'entrée en liste de la sélection et une pauvre prestation de CR7 et compagnie. Record également, hein. Un journal portugais également, donc en manque d'inspiration, tout comme l'équipe, Ronaldo n'a pas livré son meilleur match. Pas du tout, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Hein. Et un autre journal, une télé, on va dire portugaise, hein, donc CR7 n'est pas une plus-value, voilà, pour la sélection portugaise. Hein. Et c'est qu'il y en a beaucoup au Portugal qui se demandent en gros comment Roberto Martinez, le coach, hein, voilà, déjà comment Ronaldo peut être titulaire et surtout comment il peut jouer tout le match. Ronaldo, tu vois qu'il n'était pas dedans. Il est quand même âgé, donc oui, au pire tu le mets titulaire pour le faire plaisir, mais tu le fais jouer 1 heure de jeu, à la 60e tu le sors, et pendant 30 minutes tu fais rentrer un autre joueur. Hein. Donc Roberto Martinez sur 7, il a dit, hein, donc ça n'a aucun sens de laisser sur le banc le meilleur buteur du football mondial, hein, dans un match où on a besoin de buts. Il a dit que le Portugal avait besoin de marquer vu qu'il y a un partout, donc tu peux pas, il dit, faire sortir le meilleur buteur de l'histoire des sélections. Hein, c'est lui qui a marqué le plus de buts en sélection, on sait, Cristiano Ronaldo, donc voilà. Malgré que CR7 a totalement loupé son match, donc à lui de se ressaisir, hein, pour le prochain match du Portugal. Et Walid Achrchour tient sur Cristiano Ronaldo, donc lui aussi il a dit, hein, donc CR7 ne peut plus assumer physiquement une compétition comme la Coupe du Monde. Hein. J'ai l'impression qu'on est dans une boucle infernale avec le Portugal. Peut-être que le fils de Ronaldo va concurrencer son père dans 10 ans, et à un moment, il faut qu'on se réveille, et voilà, qu'il laisse la place aux autres, tout simplement CR7. Après, il aurait pu être là, mais bon, en connaissant Ronaldo, on sait que lui, voilà, il était là à la Coupe du Monde, ok, mais il a envie de jouer. Voilà, mais c'est vrai que il serait peut-être mieux en gros sur le banc. Et comme j'ai dit, hein, je pense que le Portugal sera plus fort, les gars, avec un CR7 sur le banc et un CR7 qui rentrerait en fin de match. Il fait jouer 10-15 minutes. Oui, Ronaldo sera peut-être pas content, mais je pense que d'autres joueurs feront mieux que CR7, que ce qu'il peut faire actuellement. Hein, c'est plus le Ronaldo, les gars, il y a 10 ans. Voilà, il a pris de l'âge, hein, ce qui est logique. Hein, il a plus de 41 ans, les gars. Hein, quand tu joues contre des joueurs de 15 ans de moins, et la différence est énorme. Hein. Voilà, donc on verra ce sera quoi son prochain match, hein, pour CR7. Hein. On continue, on va parler d'un nageur cette fois-ci du Cap-Vert. Hein, donc Larros Duarte, il a parlé de son gardien qui a fait un match exceptionnel, on se souvient, là, il y a quelques jours face à l'Espagne, hein, où il y a eu 0-0. Donc il a dit: les réseaux sociaux de Vozinha, c'est de la folie, on en parle tous les jours. Hein. Je ne sais pas si ça s'est déjà produit auparavant que quelqu'un gagne autant d'abonnés en moins de 2 jours. Hein, il avait 50 000 abonnés, les gars. Il est monté il a actuellement 13,3 millions d'abonnés. Depuis le match contre l'Espagne, hein. Regardez, il a quasiment autant d'abonnés que Manuel Neuer sur toute la carrière de Neuer quand même. Neuer, il a pris des abonnés petit à petit, mais voilà, depuis 20 ans. Donc lui, en l'espace de 3 jours, les gars, il a pris quasiment l'équivalent de ce qu'a pu prendre Neuer en termes d'abonnés. Mais voilà, c'est fou, hein, quand même, parce que lui, il avait seulement 50 000 abonnés avant le match contre l'Espagne. Hein. Donc il a dit: c'est dingue, hein, je suis heureux pour lui, il est très calme et timide. Hein, je pense que cette exposition médiatique est donc bien pour lui, bien sûr. Hein. Je ne pense pas qu'il réalise ce qu'il est en train de se passer en ce moment. Voilà ce qu'a pu dire, hein, son collègue. Hein. Larros Duarte sur le gardien Vozinha, hein, que maintenant pratiquement tout le monde connaît, hein, ceux qui suivent un peu le football. On va parler du Brésil maintenant. Hein, le Brésil, la nuit dernière, la nuit prochaine, désolé, il joue contre Haïti à 2h30. Hein, et Neymar, les gars, pas là. Hein, pas encore là, les gars. Neymar est forfait pour le match face à Haïti et ne fera pas le déplacement en Philadelphie avec l'équipe du Brésil. Voilà, pour ce match qui a lieu aux États-Unis. Il va même pas être avec le groupe, il sera même pas sur le banc, il sera même pas en tribune, il regardera le match à la télé. Voilà, tout simplement Neymar, les gars. Donc déjà deuxième forfait. Alors, pas là contre le Maroc, pas là contre Haïti. Il reste encore un match après contre l'Écosse. Bon, le Brésil, on pense qu'ils vont se qualifier. Et après pour les 16e, on espère le voir parce que pour l'instant, pas de minute de temps, enfin pas de minute jouée, hein, pour Neymar. Carlo Ancelotti, tiens, il a parlé aussi d'Hendrick, les gars. Donc lui, il peut jouer, hein, parce qu'il n'est pas blessé, mais il n'a pas joué. Il a été sur le banc lors du match, hein, face au Maroc. Donc nous devons être patients avec Hendrick et l'utiliser au bon moment.
Donc, est-ce qu'il sera titulaire ou pas la nuit prochaine? J'en sais rien. Mais en tout cas, il dit qu'il faut être patient, tout ça. Après, la Coupe du Monde, il n'y a pas non plus 50 matchs. Hein. C'est pas un championnat. Un championnat de Première Ligue où il y a 38 journées. Les Coupes du Monde, voilà, les matchs, hein, bien sûr, ça, c'est limité. Donc, c'est pour ça que oui, il faut être au bon moment. Voilà, je pense que ce soir, ça peut être le bon moment. Moi, je serais Ancelotti, je le mettrais titulaire. Hein. Igor Jesus, lors du dernier match là, face au Maroc, n'a pas fait un gros match. Pourquoi pas essayer Henrik? Voilà. Donc après, voilà, ce sera Ancelotti, bien sûr, qui fera son équipe. Hein. Et Danilo, tiens, donc joueur brésilien sur Hendrik. Hein. Donc Hendrik est un joyau rare hein, pour le football brésilien. C'est un joueur qui possède une puissance de frappe incroyable et un sens de but exceptionnel. Hein. C'est l'un de ces joueurs qui ont une étoile au-dessus de leur tête. Hein. Tu ne sais pas comment il fait, mais il marque. Hein. C'est exactement le genre de joueur que nous voulons avec nous. Hein. À l'entraînement, il crée des occasions, il marque des buts hein, qui nous ont fait dire hein, ce gamin a quelque chose de spécial. Il a frappé si fort qu'il a failli mettre l'un des jeunes KO à l'entraînement. Ok, donc voilà, c'est vrai que Danilo, tout le monde voit en gros qu'il a un talent, bien sûr. Hendrik, le problème c'est qu'Ancelotti pour l'instant il l'utilise pas. Voilà. Il n'avait pas utilisé avec le Real, il l'utilise pas non plus avec la sélection brésilienne. Voilà, je pense que pour moi, vraiment, je pense que ce serait le bon moment de lancer titulaire en plus Hendrik hein, ce soir face à Haïti. On va parler de ce joueur, les gars, Amad Diallo, parce que c'est lui qui a le record de dribble depuis le début de Coupe du Monde. Hein, donc 48 équipes ont joué. Hein, donc tous les matchs ont été joués des premières journées. Même il y a eu déjà des matchs de la deuxième journée qui ont été joués hein, ces dernières heures. Donc en tout cas, Amad Diallo a réalisé le plus grand nombre de dribbles réussis dans cette Coupe du Monde jusqu'à présent. Hein. Et ce qui est fou les gars, c'est qu'il a joué seulement 34 minutes, parce qu'il a commencé remplaçant, il a joué seulement 34 minutes de la fin du match Côte d'Ivoire face à l'Équateur, et c'est lui qui a le plus de dribbles réussis. Alors qu'il a joué seulement une demi-heure hein, depuis le début du mondial. On va parler maintenant un peu de l'équipe de France. Hein. Donc ça c'est le 11 de départ qui avait commencé titulaire face au Sénégal. Donc lors du prochain match face à l'Irak. Hein. Ça sera lundi soir à 23h le match. Hein. Donc la composition des Bleus, j'ai pas dit que c'était celle-là, mais voilà, la composition des Bleus comportera au maximum 2 ou 3 changements de joueurs face à l'Irak ce lundi. Objectif la qualif. Hein. C'est vrai que si la France bat l'Irak, la France sera qualifiée hein, pour la suite. Donc sur ce 11 les gars, il pourra avoir 2 ou 3 changements. Voilà, donc je sais pas, bon Mbappé, Olysée, tout ça devrait rester. Peut-être, je sais pas, peut-être Koundé pourrait être remplacé par Mal Augusto, j'en sais rien. Peut-être Théo Hernandez, peut-être Digne hein, sera titularisé à sa place. Ou là il n'y aura pas énormément de changements. Ça sera vraiment la même structure, on va dire, hein, pour le prochain match. Hein, mais juste, on va parler de Mickaël Olysée. Donc Olysée qui a été élu homme du match hein, face au Sénégal. Donc le staff de l'équipe de France hein, veut revoir Mickaël Olysée en numéro 10 hein, parce que lors du match face au Sénégal, on peut voir qu'il était sur le côté droit voilà, de l'attaque en gros. Hein. Donc là, en gros, le but, ce serait de le mettre à la place de Dembélé en numéro 10 parce que en gros, hein, c'est au moment précis où il a joué à ce poste en numéro 10 hein, que le match a changé pour l'équipe de France. La première mi-temps était très moyenne, on n'a pas trop vu en première mi-temps. Deuxième mi-temps, donc ils ont changé. Hein. Dembélé passé à droite et Olysée passé dans l'axe. Et Dembélé qu'on n'avait pas vu en numéro 10 tout ça. Donc Olysée, il a pris le ballon puis c'était plus du tout la même. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'en gros, Deschamps maintenant pense qu'il va le titulariser au milieu de terrain, en numéro 10, tout simplement Olysée, pour le match déjà face à l'Irak. Hein. Donc du coup, Dembélé sera certainement ailier droit face à l'Irak. Et Dembélé hein, ne se cherche pas d'excuses. Hein. Il n'a pas été satisfait de son match face au Sénégal. Il a quand même ce statut de ballon d'or actuel, hein, bien sûr, Dembélé. Et c'est que son match n'a pas été bon. Hein. C'est l'un des joueurs moins bons joueurs de l'équipe de France face au Sénégal. Et c'est qu'il doit faire beaucoup plus hein, quand on sait la saison qu'il vient encore de faire avec le PSG. Enfin les deux mêmes saisons la dernière là. Donc oui, on attend beaucoup plus hein, d'Ousmane Dembélé et il le sait les gars. Donc on espère voilà, qu'il va élever son niveau, qu'il va retrouver le niveau qu'il est au PSG. Après le problème oui c'est qu'il ne joue pas la même position. Au PSG il joue numéro 9. Là en équipe de France, donc là il avait joué numéro 10 voilà, contre le Sénégal. Et là il jouera certainement ailier droit hein, face à l'Irak du Mbappé. Et le numéro 9 de l'équipe. Et Christophe Dugarry l'a dit, hein, tu peux pas être champion du monde en jouant à 10. Hein, je trouve Dembélé triste et perdu. Hein, voilà. Et Younes Belhanda qui était aussi, je pense, sur l'after-foot, il a dit il va falloir en sacrifier un. Je le trouve effacé. Un Dembélé ne peut pas faire du Griezmann. Voilà, en gros, voilà. C'est vrai qu'il était effacé hein, face au Sénégal. On a beaucoup vu Mbappé qui claque un doublé. Olysée voilà, qui a été bon surtout en deuxième mi-temps. Doué un petit peu moyen. Mais c'est que Dembélé, c'est vraiment un grand perdant hein, du quatuor offensif. Il faut, voilà. Si tu veux continuer de jouer avec 4 joueurs offensifs, il faut que Dembélé en fasse plus, bien sûr, avec les Bleus. On continue toujours avec cette équipe de France, 28 mètres, hein, c'est la frappe, vous savez, de Kylian Mbappé, le troisième but, là, la grosse frappe de loin, 28 mètres. Hein, et 121,2 km à l'heure, elle a été flashée cette frappe. Hein. Donc Mbappé inscrit pour l'instant le but le plus lointain voilà, de cette Coupe du Monde et le troisième tir le plus rapide, en gros, qui est flashé le plus rapidement.
de cette Coupe du Monde avec son deuxième but face au Sénégal. Voilà, donc voilà, félicitations à Kylian. Toujours avec l'équipe de France en cas de sacre des Bleus, donc à la Coupe du Monde, Nike, hein, donc l'équipe, enfin le partenaire, le sponsor en gros du maillot des Bleus, hein, versera un supplément de 3 millions d'euros à la FFF, hein, 1 million pour une place de finaliste. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a de l'argent à prendre en plus, bien sûr, hein, ce serait le bonus pour l'équipe de France s'ils vont loin au mondial. Et à noter que les Bleus ont l'obligation de dormir à leur hôtel et c'est non négociable avec Didier Deschamps. Donc hier soir, le sélectionneur a laissé ses joueurs profiter de leur soirée pour la première fois. Hein, ils avaient quartier libre, hein, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils pouvaient aller au cinéma, ils pouvaient aller faire ce qu'ils voulaient en gros, hein, mais ils avaient l'obligation de rentrer à l'hôtel. Hein, ils ne pouvaient pas aller dormir. En gros, leur hôtel de base, hein, leur camp de base, ils étaient obligés de rentrer là, ils ne pouvaient pas dormir où ils voulaient. En gros, hein, ils ont profité de Boston à retrouver des proches bien à l'extérieur ou coupés avec le quotidien de la compétition, mais avec l'obligation de rentrer à la fin de leur soirée. C'était une obligation de Didier Deschamps. Voilà ce qu'à dire du côté de l'équipe de France. On va parler un peu côté espagnol maintenant. Tiens, Gavi, les gars, ce que je ferai si l'Espagne gagne la Coupe du Monde, je me teindrai les cheveux en rose. On verra peut-être un Gavi avec les cheveux de couleur rose. Hein. On verra, on va parler de Nico Williams. Hein. Il a parlé bien sûr de cette Coupe du Monde. Elle est très longue et nous voulons être champions. Je suis convaincu que lors du prochain match, nous verrons une version différente de l'équipe parce qu'on sait que l'Espagne a déçu lors du premier match face au Cap-Vert. Voilà, un 0-0, on sait qu'ils ont quand même pas mal d'occasions qui n'ont pas réussi à marquer, mais il a dit que lors du prochain match face à l'Arabie Saoudite, hein, pour l'Espagne, donc voilà, il dit qu'en gros l'équipe sera bien meilleure et différente. Hein. Toujours avec Nico Williams, hein, si j'ai déjà pleuré une fois cette année, si seulement je n'avais pleuré qu'une seule fois, il a dit, hein, j'ai traversé une période vraiment difficile, ces derniers mois ont été très durs et cette année a été catastrophique pour lui, hein, il a eu pas mal de blessures, hein. Je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi, je voulais m'entraîner et jouer, mais ma blessure m'en a empêché, j'ai même dû m'entraîner et participer à des compétitions sous injection pour pouvoir continuer à jouer. Il a joué sous injection, voilà, parce que sinon il n'aurait pas pu. Hein. Donc heureusement cette période est derrière moi, ce qui m'a permis d'apprendre, de mieux prendre soin de moi, voilà, parce qu'il dit que cette saison a été très compliquée. La saison dernière, on l'a pratiquement pas vu. N'oubliez pas que l'été dernier, il avait fait rejoindre le Barça. C'est vrai que s'il aurait rejoint le Barça, on l'aurait pratiquement pas vu jouer parce que, comme je dis, il a été quasiment toute la saison à l'infirmerie. Hein. Et toujours avec Nico Williams, hein, je dois encore retrouver ma forme physique, hein, mais ça viendra vite. Il sait qu'il n'est pas encore à 100%. Le dernier match, il a joué une dizaine de minutes, hein, face au Cap-Vert. Donc le sélectionneur décidera. J'ai confiance en lui, la confiance en moi. Si je joue, je ferai tout pour saisir bien sûr ma chance. Hein. Et il parle de son ami Lamine Yamal. Hein. Est un joueur extraordinaire, une superstar mondiale. Hein. Il a tout pour devenir le meilleur, si ce n'est déjà pas actuellement le meilleur. Hein. J'espère qu'il continuera à trouver son rythme et à disputer davantage de matchs, car nous verrons alors sa meilleure version, bien sûr, à Lamine Yamal. On continue, on va parler d'un autre espagnol, Marc Curilla. Donc je suis très reconnaissant vers tout ce que le Barça m'a apporté. Il faut respecter les opinions parce qu'oubliez pas que le joueur est en interview bien sûr avec l'Espagne, tout ça avant le match contre l'Arabie Saoudite ce week-end, mais il était questionné par rapport à son transfert au Real, hein, alors qu'il jouait au Barça à l'époque. Il a dit, voilà, il n'a pas oublié bien sûr, hein, qu'il était blaugrana avant. Hein. Je n'ai aucun doute, hein, je suis très heureux de la décision que j'ai prise, hein, de signer au Real. Hein. Et il dit qu'il a parlé déjà avec José Mourinho. Il m'a dit qu'il voulait travailler avec moi et ça m'a donné confiance. Hein. J'ai vraiment envie de jouer sous ses ordres. J'ai hâte que ça arrive. Hein. Voilà. Donc, Mourinho est le nouveau coach du Real et Cucurella est un joueur bien sûr voulu par José Mourinho. Voilà tout ce qu'il y a à dire les gars sur la Coupe du Monde, tout ça. On continue. Bah tiens, vu qu'on parlait du Real, on a parlé de Cucurella, signature, Bernardo Silva, signature. Hein. C'était mon titre. Bah, encore une signature au Real les gars, ça ne s'arrête pas. Officiel, le Real Madrid vient de signer son troisième joueur sur le mercato en plus de Mourinho en coach. Hein. Donc c'est Ibrahima Konaté. Il y avait le Hugo, hein, depuis quasiment une dizaine de jours. Ça y est les gars, ça a été officialisé là ces dernières heures. Donc il signe librement vu qu'il n'a pas prolongé avec l'équipe de Liverpool. Donc il rejoint le Real Madrid jusqu'en 2030. Voilà, c'est fait, c'est signé. Voilà, donc regardez quand même la liste des stars que le Real Madrid a signé librement ces dernières années. Donc la Konaté Silva, les deux étaient libres. Hein, l'un à City, l'autre à Liverpool, ils arrivent 0€. Trent Alexander-Arnold l'été dernier, il arrive libre. Hein. Mbappé, il est arrivé libre. Rudiger aussi. David Alaba. Voilà, chaque été, on a l'impression, il y a des années, par exemple en 2023, il n'y a pas de joueur qui arrive libre, mais quasiment chaque été, il y a à chaque fois un très grand joueur qui arrive au Real Madrid librement. Donc pour le Real, les gars, c'est
c'est que du bénéfice bien sûr d'accueillir des joueurs comme ça gratuitement. Il y a noté du coup que le Real, avec l'arrivée de Konaté, le Real Madrid compte pour le moment 5 Français dans son effectif, donc Konaté, Mbappé, Tchouaméni, Camavinga et Ferland Mendy. Donc pour le moment, c'est marqué parce qu'on sait que sur le mercato, peut-être 1 ou 2 Français pourraient partir. Déjà Mendy, je vois pas comment il peut rester au Real avec en plus l'arrivée de Cucurella. Ça fait quand même beaucoup de défenseurs gauche. Et aussi Fran Garcia Carrera, c'est aussi un défenseur gauche. Et Camavinga aussi, je pense, qui pourrait partir après les 3 autres là. Seront là pour la saison prochaine. Et du coup, la liste des défenseurs centraux du Real Madrid pour la saison prochaine, c'est que ça commence à s'empiler. Mais on sait que le Real Madrid a toujours eu des problèmes avec les défenseurs centraux parce qu'il y a toujours beaucoup de blessés, tout ça. Mais bon, pour l'instant, il y a Konaté, Rudiger, Militao, Huijsen et Raúl Asensio. Et le Real Madrid aimerait encore en recruter un autre. On parle beaucoup de Nico Schlotterbeck qui pourrait arriver. Du coup, ça pourrait faire 6 défenseurs centraux. Mais pas que le Real joue avec 2 défenseurs, enfin comme la plupart des équipes, avec 2 défenseurs centraux. Donc c'est dire, si tu en as 5 ou voire 6, c'est-à-dire il y en a 2 qui vont jouer et les 4 autres seront sur le banc. Donc bonne chance à Mourinho pour choisir les 2 titulaires pour la saison prochaine. Surtout si on rajoute à Nico Schlotterbeck qui pourrait arriver en plus du côté de la défense du Real Madrid. Et pour l'instant, là, les 4 là c'est signé officiellement. Voilà. Donc on sait qu'on attend d'autres signatures. Denzel Dumfries, Erwigo, depuis aussi une dizaine de jours. Même, il était même le Erwigo avant Cucurella, avant Bernardo, même Konaté. Le premier Erwigo, c'était Dumfries. Ça pourrait être officiel peut-être aujourd'hui. Et Enzo Fernandez, qui est le gros objectif aussi du Real Madrid pour le mercato. Il y a noté que le Real, qui est très actif, on le sait, sur le mercato, ils ont déjà signé toutes ces 4 personnes-là. Peut-être 2 autres qui vont arriver, mais il y a aussi un joueur que tout le monde rêve du côté du Real. On en parlait un petit peu ces derniers temps, on a un peu moins parlé, puis là ça revient. Michael Olise. Le Real Madrid pour envoyer une offre allant jusqu'à 220 millions d'euros. Il pourrait peut-être dépasser le record en gros du prix du joueur le plus cher de l'histoire du football et dépasser les 222 millions d'euros qu'avait payé le PSG au Barça pour Neymar. Voilà. Regardez, on a une aujourd'hui du journal Marca où ça parle un peu de Nico Williams. On est revenu sur ses déclarations tout à l'heure, mais tout en haut, là, regardez le petit truc jaune là. Le Madrid prépare une offre de 220 millions d'euros pour signer Michael Olise. Voilà, donc ça serait une offre les gars qui serait faite après la Coupe du Monde, voilà, parce que pour l'instant l'objectif, comme j'ai dit, signer Denzel Dumfries, Enzo Fernandez aussi qui pourrait coûter plus de 120 millions d'euros, et le Real pourrait l'envoyer aussi 220 sur Olise. Imaginez si tout le monde arrive, il va y avoir une équipe de fou, le Real Madrid après, ils vont peut-être investir quasiment du 400-500 millions d'euros sur le mercato, oui ils peuvent le faire, Liverpool l'a fait l'été dernier, Liverpool a investi, je crois que c'était à 450 à peu près Liverpool. Le Real peut dépenser peut-être beaucoup d'argent, ce sera peut-être le mercato le plus cher de l'histoire du Real Madrid s'ils font Olise plus Enzo Fernandez. Voilà, en tout cas, c'est le gros objectif, bien sûr, de Pérez. On continue, tiens, on va parler d'un joueur qui s'engage à Liverpool. On parlait juste d'eux avant avec leur mercato fou l'année dernière. Et c'est première signature pour eux, c'est le jeune Victor Munoz qui s'engage avec Liverpool. Donc lui, l'Espagnol, tiens, il est actuellement dans la liste de l'Espagne pour la Coupe du Monde. Donc il joue à Osasuna, en Espagne, mais il joue à l'époque au Real Madrid. Le Real Madrid l'avait vendu à Osasuna en mettant une clause de rachat. Du coup, que le Real Madrid n'a pas activé, mais surtout aussi une clause, un pourcentage sur une future vente de 50%. Donc, c'est-à-dire, le prix, c'est pas marqué 40 millions d'euros qu'à débourser Liverpool pour s'offrir Victor Munoz. Donc, c'est simple. Le Real Madrid récupère du coup la moitié, donc 20 millions d'euros sur le transfert de Victor Munoz à Liverpool. Donc, voilà, 20 pour Osasuna et 20 pour le Real Madrid. Donc voilà, le joueur file, c'est officiel du côté de Liverpool. Et c'est pas fini avec Liverpool parce que c'est que Liverpool peut encore ressortir un mercato XXL cet été. Donc Jérémy Jacquet, c'est que lui il a déjà signé. Souvenez-vous, c'était en janvier dernier. Il avait signé pour le défenseur de Rennes qui allait arriver à Liverpool. Donc là 70 millions d'euros déjà en janvier payé pour Jacquet qui arrivera là pour la nouvelle saison. Donc 40 sur Munoz, c'est fait également. Et ils ont fait une offre de 100 millions d'euros pour Yann Diomandé, l'attaquant du RB Leipzig. Il a noté, donc ils ont fait l'offre. A noté que Leipzig a refusé l'offre. Voilà, Fabrizio Romano, il sait que Liverpool a bien envoyé l'offre. Leipzig a bien reçu l'offre, mais non. Pour Leipzig, c'est non. À 100 millions d'euros, on ne veut pas le lâcher. Le club allemand en attend au moins 120 millions d'euros pour lâcher Yann Diomandé. Voilà, très actif. Comme j'ai dit, on a parlé tout à l'heure, ils étaient quasiment à 450 millions d'investissements. Isaac, Wirtz, Hugo Ekitike l'été dernier. Et là, regardez, peut-être 100, 40, 70. Liverpool, peut-être en 2 saisons, ont dépensé quasiment peut-être 1 milliard sur le mercato. Voilà, en tout cas, c'est bien parti. En tout cas, pour demander 100 millions d'euros pour Leipzig, c'est non. Ils attendent 120 millions d'euros. Notez que le PSG est toujours intéressé, mais là, Paris, il va falloir se dépêcher parce que Liverpool, eux, sont en train de faire des offres. Et on a l'impression que le joueur a plutôt une préférence en plus pour Liverpool. Voilà.
On continue avec d'autres infos, tiens Mercato, tiens des signatures officielles. J'en ai parlé ces derniers jours, hein. Il y avait Merwigo, ça y est c'est fait les gars, c'est Jean-Paul Van Enke. Je sais pas, bon, bref, il quitte Brighton et signe à Tottenham. On a pris du transfert 60 millions d'euros que vient de débourser comme l'équipe de Tottenham pour s'offrir ce joueur. Maintenant Tottenham, le gros objectif c'est Sandro Tonali. On parle d'un transfert qui pourrait dépasser les 100 millions d'euros. Le joueur devrait quitter Newcastle en tout cas. Van Enke, c'est officiel, il rejoint les Spurs. Lui aussi c'est officiel, c'est Afonso Moreira. Lui aussi on en parlait ces derniers jours, voilà c'est officiel, il quitte l'Olympique Lyonnais, pourtant il est arrivé il y a un an, et signe au Bayer Leverkusen. Donc le joueur voulait rester à Lyon, mais en gros Lyon a poussé pour qu'il parte par rapport à la situation financière du club de Lyon, et surtout grosse plus-value pour Lyon les gars. Il est arrivé pour 2 millions d'euros l'année dernière en provenance du Sporting, hein. Il est revendu 33,6 millions d'euros. Énorme plus-value pour Lyon. En un an, les gars, ils l'ont vendu 31 millions plus cher. Ou peut-être le Sporting, je sais pas, peut-être ils ont peut-être un petit pourcentage sur une vente, sur une future vente. Mais voilà, Lyon en tout cas a touché le jackpot avec Afonso Moreira. Mais bon, il quitte l'Olympique Lyonnais sur ce mercato. Tiens, notre transfert qui va se faire, c'est celui d'Ismaël Sebari. On avait parlé aussi ces derniers jours, les gars. Donc, il a passé sa visite médicale avec le Bayern. Donc, il a passé sa visite médicale aux États-Unis. Il n'est pas revenu en Allemagne, juste faire sa visite et retourner aux États-Unis vu qu'il joue actuellement la Coupe du Monde. Donc voilà, en tout cas tout est ok, hein. La visite a été réussie, la visite médicale. Le montant du transfert sera compris entre 52 et 55 millions d'euros. L'officialisation pour intervenir aujourd'hui. À noter, tiens, des rumeurs, tiens, le PSG s'est renseigné sur la situation d'Eduardo Camavinga. On a parlé qu'il pourrait partir, Camavinga. Donc des clubs de première ligue l'ont également fait. Donc le joueur pour l'instant n'a pas montré au Real Madrid qu'il avait l'intention de quitter le club. Donc le Real serait plutôt chaud pour le vendre. Le PSG s'est renseigné sur la situation, mais le joueur pour l'instant souhaite rester au Real Madrid pour la saison prochaine. Et on finit aujourd'hui avec Nayef Aguerd, le défenseur de l'Olympique de Marseille. Il pourrait déjà quitter l'OM pour 15 millions d'euros cet été. Au moment de sa signature à Marseille, une clause de 15 millions d'euros obligeant le club à accepter son départ si un club pose. Cette somme a été fixée dans son contrat. Les clubs intéressés sont au courant de cette clause et le défenseur marocain a des touches concrètes en Europe et dans le Golfe, en Arabie Saoudite. Voilà. Donc si le club refuse, il sera obligé de doubler son salaire. Voilà, l'équipe de Marseille, il bloque en gros le transfert de Nayef Aguerd. Donc il y a de grandes chances que le défenseur de l'OM quitte Marseille en gros sur le mercato. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.